Bonjour et bienvenue Sarah. Merci d'avoir accepté de témoigner en tant qu'aidante. Je te laisse te présenter du coup et nous dire d'où tu viens, qui tu es, si tu as envie de dire ce que tu fais dans la vie. Voilà. D'accord. Bonjour Karine, bonjour Vanessa. Oui, je suis une aidante et j'ai accepté de témoigner parce que ça me paraissait naturel. Moi j'ai 43 ans, j'ai trois enfants, je suis infirmière. Voilà, j'habite en Île-de-France, à Sucy-en-Brie. Euh, voilà. Je témoigne ici aujourd'hui parce que j'accompagne ma sœur qui est atteinte de spondylarthrite. Voilà, je l'accompagne. C'est-à-dire que je partage beaucoup de choses avec elle. On ne vit pas ensemble, elle a sa vie, j'ai la mienne, mais on est en contact régulièrement. On peut se voir rarement sur le temps de pause du travail, mais on se voit les week-ends, on peut passer des vacances ensemble. Donc je partage de plus ou moins près son quotidien. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire quand le diagnostic du coup a été posé pour ta sœur, quels sentiments tu as pu ressentir et est-ce que c'est difficile pour les proches quand le diagnostic d'une maladie est posé? Moi, en tant qu'infirmière, forcément, quand elle m'a posé le diagnostic, j'en avais entendu parler à l'école d'infirmière, j'ai eu déjà des patients atteints de cette maladie. Effectivement, quand c'est la famille qui est touchée, on garde un regard professionnel, mais évidemment, il y a une atteinte émotionnelle plus forte. Oui, forcément, ça nous a beaucoup, beaucoup attristés parce qu'on s'est dit que ça allait être le début de, de quelques ennuis qui allaient arriver, je pensais pas que ça allait s'enchaîner comme ça, mais effectivement, qui allait être le début d'une série de difficultés pour elle. Elle a beaucoup de résilience, même à l'annonce de la maladie, elle a quand même accepté le diagnostic, bon gré mal gré, même si elle a eu aussi sa part de difficulté d'acceptation, et ce qui est normal. Elle a dû faire le deuil d'une vie normale pour changer de vie, pour une vie beaucoup moins facile. Néanmoins, elle nous a aidés aussi à l'accepter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que nous qui avons dû accepter le diagnostic, elle nous a aussi appris un peu ce que c'était comme maladie et ce qui risquait de l'attendre. On l'a accompagnée, on a découvert aussi en même temps qu'elle des choses de sa maladie au fil du temps. Donc la communication est vraiment primordiale du coup. Oui, elle est capitale et d'ailleurs, plusieurs mois après sa maladie, elle avait du mal à exprimer, enfin, elle se plaint pas. C'est quelqu'un qui ne se plaint pas, mais son visage parle. La douleur fait porter un masque. La souffrance, même si elle le dit pas, on voit bien qu'il y a des boiteries, il y a des levées difficiles. Voilà, même si elle se plaint pas, on constate qu'il y a des difficultés. Et un jour, je lui ai dit que si elle nous faisait pas part de ces difficultés, on ne pouvait pas l'aider correctement. Pour donner un exemple concret, un jour, on était au zoo et à un moment, je voyais bien qu'elle était un peu fatiguée. On était avec nos enfants. Et à un moment, je lui ai dit, tu sais, moi, j'ai envie de partager plein de sorties avec toi comme avant, mais je peux entendre que ce soit difficile pour toi. Mais si tu me dis oui pour me faire plaisir et qu'après, t'es pas bien, ou que tu me dis non, mais que tu penses que je vais mal le prendre, mais je dis, ne pense pas à ma place, dis-moi juste que non, tu ne peux pas, ou que oui, tu peux, mais avec un périmètre limité, et là, je m'adapte. Je dis, mais faut que tu comprennes que si tu ne parles pas, si tu ne dis pas les choses, c'est compliqué pour nous d'adapter aussi notre rythme au tien. Enfin, moi, je peux m'adapter. Toi, tu peux pas t'adapter, donc je peux m'adapter, mais par contre, il faut que tu m'en parles. Et je pense qu'à partir de là, ça a débloqué quand même quelque chose parce qu'elle s'est dit, effectivement, on ne peut pas lire entre toutes les lignes et que effectivement, il y a le paraverbal, mais il y a le reste. Ça, elle l'a compris et je pense qu'à partir de là, il y a eu un vrai changement dans la communication. Même s'il y en avait déjà une, hein, on est dans Ouais. cette famille, on parle beaucoup, mais Mais c'est vrai que beaucoup de malades pensent que en ne disant pas les choses, ils vont protéger leurs proches, leurs mm, amis, la famille, les enfants des fois aussi. Mais comme tu dis, en fait, la douleur, on a
des fois des positions antalgiques ou même la douleur peut se voir sur nos visages. Et c'est vrai que c'est justement dans ces moments-là que la communication est encore plus importante. Oui, tout à fait. Je sais pas si tu as eu un sentiment parfois d'impuissance. Oui, oui, oui. Ben, de toute façon, je, voilà, j'ai eu une période de culpabilité où je me suis dit, moi, j'ai une vie, voilà, normale, je peux exercer mon métier normalement, je peux courir après mes enfants, ce qui n'est pas son cas. Bon, j'ai passé cette période de culpabilité parce que de toute façon, le bonheur que j'ai ne lui enlève rien à elle, ne m'enlève rien à moi non plus. Donc, je ne peux pas porter sa maladie. De toute façon, si j'avais pu, je l'aurais partagé avec elle. Je ne peux pas. Donc, j'apporte mon aide autrement. Et j'ai fait moi aussi le deuil d'une sœur qui est plus mobile, qui peut faire plein de choses, mais elle reste quand même hyper active dans tout ce qu'elle fait. Mais elle a des périodes où ça va pas et des périodes où ça va. Et dans les périodes où ça va, ben, on en profite. Et dans les périodes où ça va moins bien, je la laisse pas tomber, mais je la laisse tranquille parce que je sais très bien que c'est pas ce moment-là où je vais lui proposer d'aller au zoo, d'aller faire un festival. Je sais aussi que ça peut la mettre en difficulté de devoir me dire non, mais c'est aussi un exercice pour elle d'apprendre à dire non, je ne peux pas. Au lieu de tout le temps dire oui, oui, c'est bon, je vais le faire, alors que tout son visage montre que ça ne va pas. Donc, oui, il y a un peu de frustration, des fois, il y a un peu. Mais je pense que le plus dur, c'est surtout pour elle. Donc, je reste, voilà, je relativise et je me dis, elle a le droit de me dire non. Et moi, c'est pas grave, je suis une grande fille, je peux comprendre les choses. Et mes enfants, s'ils comprennent pas, maintenant, ils sont grands pour les deux grands, mais pour le petit, il peut s'adapter. Et voilà, ils comprennent les enfants, ils comprennent beaucoup de choses. Il faut leur expliquer. Mais c'est comme aux adultes. Alors moi, je vais rebondir, Sarah, sur la relation du coup en tant qu'aidant. Est-ce que les relations ont changé par rapport à la maladie entre toi et ta sœur? Est-ce que ça a renforcé votre relation ou est-ce qu'au contraire, ça a créé un écart? Non, je pense que ça l'a renforcé. On était déjà assez soudés. Alors, dans l'enfance, on a eu des périodes, on a presque 7 ans d'écart. Donc, on n'a pas toujours été très proches, mais on a été proches plus tard. Et je pense que ça sera indéfectible. Et la maladie, bon, qu'elle soit là ou pas, cette maladie, on a quand même un très bon contact et un très bon lien. Et même si des fois on n'est pas d'accord, on se l'exprime. Maintenant, qu'est-ce qu'elle change, la maladie? Je pense que c'est plus dans sa mobilité vraiment et dans sa disponibilité. Elle reste toujours très disponible. Mais comme je le disais, maintenant, elle a appris à s'écouter un peu et à se dire, aujourd'hui, je ne suis pas disponible, non pas que je ne veuille pas, mais je ne peux pas. Et maintenant, elle est capable de le dire, ce qui n'a pas été le cas au début. Donc, je pense pas, je sais pas si ça a renforcé, moi je pense que oui. En tout cas, ça n'a pas défait les liens, ça c'est sûr. Et ça les défera pas. Et de toute façon, elle sait très bien qu'elle peut compter sur nous. Et je lui ai dit il n'y a pas très longtemps que moi, j'avais pas envie d'être envahissante, mais que j'ai quand même besoin d'avoir de ces nouvelles régulièrement, donc sans paraître lourde. Et voilà, j'envoie un message et quand elle me répond pas, je sais très bien que c'est pas de son fait. Elle est prise, elle a ses occupations, elle a son travail, elle a son enfant. Il n'y a pas de souci. Et puis, mais les liens restent toujours là, de toute façon, ça c'est sûr. Ouais, c'est important ce que tu disais, apprendre à dire non. Non, je ne peux pas ou non, je suis pas assez en forme pour une sortie ou j'ai besoin de repos. Compliqué des fois pour les malades de dire non et d'apprendre à dire non. Souvent au début voilà, de la maladie, ben, il y a aussi le chemin d'acceptation et on est encore dans le chemin en fait vers l'acceptation et bah, la vie d'avant et ce que aujourd'hui on est capable de faire. Et les aidants sont là parfois aussi pour nous soutenir dans ces moments-là. Mm. Mais parfois, on n'a pas forcément de famille. Donc nous, on dit aux adhérents, entourez-vous de vos amis. Essayez, des fois aussi, il y a des associations de quartier ou des choses comme ça qui peuvent aider. Je sais pas, il y a des loisirs aussi, des loisirs créatifs. Qu'est-ce qui a pu aider ta sœur aussi bah voilà, à s'accrocher et à aller de l'avant. Alors, ma sœur, heureusement, on a ce noyau familial, ma mère, ma sœur et moi. On fait comme ça une triade qui fonctionne
très bien depuis très longtemps et je pense qu'il est très aidante de tous les côtés. Quand moi aussi j'ai eu des baisses de morale parce que je pouvais pas aider ma sœur comme je voulais, c'est ma mère qui m'a remonté le moral. Quand ma mère se dit mais quand même la pauvre, j'essaie de la rebooster en me disant oui mais regarde quand même elle a un traitement, elle arrive encore à bouger, elle fait beaucoup de choses, elle se change les idées, elle a un mari, elle a un enfant. Donc voilà, on se soutient toutes les trois chacune à tour de rôle. Elle a un mari et un enfant qui sont là, qui pourraient, qui apprennent à vivre avec elle au quotidien la maladie. Moi, je ne vis pas avec elle au quotidien. Donc, je ne porte pas de jugement là-dessus. Néanmoins, c'est vrai que quand on vient d'un œil extérieur, moi, des fois, ça me dérange que mon neveu soit pas plus proactif pour aider sa maman. Voilà, il est petit, il comprend pas tout. Son mari, voilà, lui, il est pas petit, il comprend aussi, mais voilà, c'est son mari et je ne porte pas de jugement là-dessus. Et je pense que c'est pas facile de vivre avec quelqu'un de malade au quotidien. Vraiment, c'est pas évident. Pour moi, c'est plus facile. Je viens de l'extérieur, je ne la vois que ponctuellement. Et quand on passe des vacances ensemble, là, oui, je vois le quotidien. Et je peux entendre que ce soit difficile à gérer. Mais pour ce qui est des amis, je pense qu'elle a eu des amis qui n'ont pas su la suivre aussi dans cette maladie. Voilà, son mari, il est là. Il apprend lui aussi à vivre avec elle, au fil du temps, au fil des maladies, au fil des problèmes qui s'ajoutent. Donc vraiment, lui, il fait ce qu'il peut et c'est tout à son honneur de l'aider au quotidien. Mais des amis, elle en a eu. Et franchement, ils n'ont pas été à l'écoute, ils lui ont tourné le dos. Et à un moment, elle a fait un choix. Elle s'est dit, alors j'ai déjà assez à gérer avec ma propre peau et c'est déjà assez compliqué. Je vais pas en plus me fader les autres qui font pas un minimum d'efforts pour comprendre. Donc elle a fait un tri. Bon bah le tri s'est fait un peu tout seul, hein, mais après elle a dû accepter. C'est encore un nouveau deuil de se dire bon bah finalement je suis seule, j'ai pas d'amis dans ce cadre-là. Elle a gardé quelques amis qui se sont du coup des amitiés qui se sont renforcées, mais celles sur lesquelles elle comptait, ben finalement ça tenait pas à grand-chose. Et ça c'est toujours très décevant. Elle en a pris son parti maintenant et elle s'est créé d'autres liens. Et elle est très, très active, très créatrice. Elle produit beaucoup de choses. Elle fait des œuvres d'art, elle écrit, elle lit. Enfin, elle s'arrête jamais. Et je pense que c'est une façon aussi de. C'est comme à vélo. On s'arrête pas de pédaler, sinon à un moment on tombe. Et je pense qu'elle est là-dedans. Elle est dans. C'est pas de l'hyperactivité parce qu'elle ne peut plus être hyperactive, mais elle est dans la production permanente. Et je pense que ça permet à son cerveau d'être d'être bien, d'avoir une constance, d'avoir quelque chose sur lequel s'appuyer. Et à tour de rôle, le mari, le fils, la sœur, la mère, les beaux-frères, voilà, peuvent apporter leur pierre à l'édifice, mais ce quotidien, nous, on ne le vit pas. Effectivement, c'est. Bah, après, voilà, je pense que si son mari est là, c'est qu'il peut quand même l'aider encore et qu'ils y arrivent quand même tous les trois. Ils y arrivent même bien, parce que je pense que si elle était mal dans sa peau, elle pourrait pas produire tout ce qu'elle produit au niveau créatif. Donc, mais elle a beaucoup de résilience. C'est un vrai, vraiment, c'est un modèle, hein, parce que, voilà. Mais je suis sa grande sœur, mais c'est mon modèle. Alors, je reviens 2 minutes à quelque chose. On sait que la spondylarthrite, nous on fait la spondylarthrite, la maladie de Verneuil, voilà, ce ne sont pas des maladies très très connues. Moi, quand par exemple les infirmières ont démarré la biothérapie, etc., elles ne savaient pas vraiment ce que c'était une biothérapie. Maintenant, elles le savent à force de le faire toutes les semaines ou tous les mois maintenant. Mais comment elle l'a expliqué? Alors, comment avez-vous eu cette notion de spondylarthrite? Est-ce que c'est ta sœur justement qui t'a expliqué cette maladie? Ou est-ce que tu as été dans des rendez-vous avec des médecins pour entendre exactement ce que c'était cette maladie? Du moins, comment tu as eu toutes tes notions de cette pathologie? Alors moi, quand elle m'en a parlé, évidemment que j'ai rouvert mes livres d'école d'infirmière pour regarder ce qu'il y avait dedans dans mes souvenirs. Je me suis renseignée, j'ai lu, elle m'en a parlé beaucoup de son point de vue de patient. Et ensuite, elle m'a proposé, elle m'a dit qu'il y avait des cours d'éducation thérapeutique et je lui ai dit que je pouvais y assister aussi avec elle. Alors, je ne sais plus pourquoi ça ne s'est pas fait. Est-ce que les dates qu'elle me proposait ne convenaient pas? Enfin, en tout cas, je lui avais dit que j'étais disponible et que je pouvais me rendre disponible pour le faire. Je crois aussi je crois qu'elle en avait parlé à son mari. Enfin bref, elle a fait de la diffusion d'informations, ce qui était très bien parce que il n'y a rien de pire que de ne pas connaître et c'est pour ça qu'on a peur des choses quand on les connaît pas. Donc quand on les connaît, on les appréhende mieux. Même si l'acceptation, ça c'est un autre cheminement. Mais oui, d'apprendre la maladie, bah moi, l'infection infirmière,
je sais pas, ça m'a sûrement facilité l'accueil de la maladie. Même même dans les soins, la biothérapie, au début, enfin, il y a pas mal d'inquiétudes sur les effets secondaires, sur tout ça. Alors moi, c'est pas ma spécialité, mais voilà, j'ai deux, trois notions, ne serait-ce que pour les injections pratiques. On a quand même fait des ateliers toutes les deux où je lui montrais comment faire, où on a fait un peu en pratique les choses. Je l'ai accompagnée dans les injections. Mais après, c'est tellement, enfin, je veux dire, c'est une goutte d'eau d'aide par rapport à tout le reste. Mais je me suis dit, si au moins ça peut permettre de dédramatiser quelque chose, parce que s'injecter quand même régulièrement, c'est quand même douloureux et difficile. Si au moins on peut appréhender ça toutes les deux, c'est un peu moins lourd à porter quand c'est divisé par deux. Son mari aussi l'a aidé à faire les injections au début. Après, elle a appris à les faire toute seule. Elle était plus rassurée, elle a pu les faire. Mais la maladie, on l'a appris surtout grâce à elle et puis en s'informant. Et même elle s'est trouvée des lectures en librairie, en bibliothèque pour aborder le sujet avec son fils, parce que c'est compliqué d'avoir une maman qui d'un coup ne peut plus faire les choses alors qu'elle était hyperactive. Donc elle a pu l'expliquer au travers des livres. Et puis moi, des fois, quand j'ai eu mon neveu à la maison, on a pu en parler aussi, parce que bah, il parle pas beaucoup. Donc il en parle avec sa maman, mais des fois c'est bien d'avoir un tiers, on dit les choses différemment, on les entend différemment. Donc, voilà, mais là, je pense que l'important, c'est que la parole circule. À partir du moment où elle circule, qu'on comprenne pas, qu'on ait peur ou pas, au moins c'est dit. Et après, on peut partir sur quelque chose. Si on ne parle pas, c'est du fantasme. On fantasme les choses, on peut imaginer un milliard de choses et il n'y a rien de pire, il n'y a rien de plus angoissant. Donc, même si c'est difficile, de toute façon, sa maladie, elle est là. Donc, on fait tous avec. Et puis moi, régulièrement, je me tiens au courant bah, avec l'association, avec quand elle fait des ateliers, quand des fois elle participe à des colloques ou des choses comme ça, elle me tient toujours au courant et voilà, je reste au fil de l'actualité. Mais c'est vrai que j'aurais pas creusé cette question-là si elle n'avait pas été atteinte de cette maladie. Parce qu'on en entend parler, comme on entend parler d'Octobre Rose du cancer du sein, il y a quand même beaucoup de femmes euh, qui savent qu'on peut être atteinte et pourtant, si on ne se penche pas vraiment sur le sujet, on le connaît de manière un peu superflue. Et la spondylarthrite, c'est vrai quelque chose, c'est pas très connu. En tout cas, on entend parler quand même. Mais je pense que les gens, quand ils sont pas dans le milieu, ils confondent tout. Ils peuvent confondre la fibromyalgie avec la spondylarthrite. Ils peuvent confondre des maladies, je sais pas, des myopathies avec ça. Enfin, je pense que voilà. Mais ça, c'est normal. Quand on n'est pas dans le milieu, c'est pas vulgarisé, c'est pas facile à comprendre. Est-ce que justement, il n'y a pas un manque d'information du grand public? Tu parlais de Octobre Rose. C'est vrai qu'il y a les campagnes maintenant, il y a des marches solidaires au niveau national. Est-ce que justement, c'est la spondylarthrite, la maladie de Verneuil, est-ce qu'elles sont pas assez mises en avant auprès du grand public? Et comment y remédier? Oui, je pense elles sont pas assez connues. Alors, est-ce que quand il y a des forums, j'imagine il faudrait toujours un stand avec des représentants d'associations telles que vous pour diffuser l'information. Moi, je pense à toutes ces petites plaquettes qu'on trouve chez le médecin généraliste, souvent qui traînent là sur la table, qu'on regarde pas, mais qu'on regarde et qu'on emmène. Enfin, moi, combien de fois j'en ai emmené une dans mon sac à main parce que bah, je suis quand même infirmière, mais je connais pas tout et que voilà, il y a des trucs que je découvre sur des mesures d'hygiène auxquelles on pense pas parce que je suis pas diabétique, par exemple, mais que je connais le diabète, mais que c'est vrai que c'est toujours intéressant de se renseigner. Est-ce que dans les écoles, on peut pas en parler au même titre qu'on parle de la sexualité de plus en plus tôt? Est-ce qu'il faut pas aussi sensibiliser les jeunes aux maladies qui peuvent arriver sans les angoisser? Il s'agit pas de ça, mais euh, mais voilà, moi, je sais que je participe à des forums des métiers, par exemple, avec ma fille qui est au lycée. Tous les ans, je m'inscris et je viens en tant qu'infirmière à présenter mon métier. Donc voilà, je suis amenée à parler avec les mômes plus ou moins grands. Et ils posent plein de questions, ils sont curieux malgré ce qu'on peut imaginer de la jeunesse des adolescents aujourd'hui. Ils sont très curieux, donc faut leur donner l'info parce qu'ils vont pas la chercher. Donc je pense que si elle est sous leurs yeux, ce sera plus facile. Mais je pense faut la vulgariser, il faut la rendre accessible parce que déjà, le nom de la maladie est très long et rien que ça, on ne retient pas forcément. Enfin, quand on en parle souvent, on dit la spondie. Mais quand on la connaît pas, la spondylarthrite ankylosante, il faut la retenir déjà, l'intitulé. Et peut-être que si on la rendait, je dirais pas plus fun parce qu'on peut pas la rendre fun, mais plus accessible, peut-être qu'elle serait elle serait en tout cas dans les tuyaux et dans les têtes.
Mm. Peut-être que ce serait plus facile de la comprendre le jour où on nous dit, ben tiens, moi je connais quelqu'un qui, ce sera plus facile de dire, ah oui, je sais, j'en ai déjà entendu parler. Mais Ouais, c'est ça. c'est pas évident. Alors, nous, au sein de l'association, on essaye justement d'aller dans des collèges, dans des écoles d'étudiants infirmiers ou aides-soignants pour faire de la sensibilisation, pour parler de ces maladies invisibles et les faire connaître au plus grand nombre. Et on essaye voilà, d'élargir du coup notre périmètre, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire encore et ça se fera petit à petit. Euh, Oui, la chance d'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qu'on n'avait pas à l'époque. À la fois, ça n'empêche pas de démarcher physiquement les gens pour leur faire connaître. mm, Mais c'est vrai que les réseaux sociaux font un gros coup de pouce. Et puis, je pense que les gens atteints de la maladie sont quand même les mieux placés encore pour en parler. Donc, mais ça doit pas être facile non plus de se livrer et voilà, de parler de son quotidien. Mais c'est vrai que les livres aident beaucoup, les podcasts, s'il y en a, enfin, des choses comme ça. Je trouve que c'est intéressant. Ça donne, en fait, pour pouvoir toucher, y compris les jeunes, parce que je pense que ça commence là. Si on les touche plus jeunes, ils sont plus sensibilisés. Et comme ils diffusent beaucoup d'infos, peut-être qu'à un moment donné, ça va semer une graine, voilà, qui va s'élargir et qui va gagner du terrain. Mais il faut pouvoir donner plusieurs médias pour qu'ils s'y intéressent. mm. Mais ouais, c'est. En tout cas, c'est Euh, pas, ça rend quand même une vie compliquée, une vie difficile. Ça modifie beaucoup les plans. Avant, ma sœur, elle voyait beaucoup les choses, elle pouvait se projeter facilement dans l'avenir. Maintenant, elle se projette plus. Déjà, si elle arrive à se projeter sur la semaine d'après, c'est pas mal parce que ça peut encore être en changement. Mm. Donc, ça demande beaucoup de révision pour tout, quoi. On arrive quand même à organiser des choses, mais on les met toujours un peu entre guillemets. On n'est plus. Par exemple, avant, je pouvais prendre facilement des places de théâtre pendant 3 mois. C'est quelque chose maintenant qu'on va moins faire parce qu'on n'est pas sûr qu'elle puisse y aller, qu'il faut que ce soit quelqu'un qui puisse la remplacer ou après ça peut générer aussi une frustration pour elle de pas finalement de s'être engagée sur un truc, d'avoir super envie d'y aller et puis que son corps ne veuille pas y aller lui. Donc c'est rarement sa tête qui veut pas, c'est toujours son corps, hein, mais ouais. Et oui, c'est ça. Et clairement, oui, ça génère de la frustration parce qu'on se dit, bah, il y a un an ou même quelques mois, je pouvais encore le faire. Et puis là, bah, en fait, on voit les jours se rapprocher et puis on se dit, bah, en fait, je vais pas être en état d'aller à cette Mm, soirée ou à ce spectacle ou sortir, voilà, entre amis, un restaurant. c'est ça. Et c'est aussi, bah, on revient aux amis, hein, c'est la peur de la réaction de la famille, des proches ou des amis. Comment ils vont le prendre si j'annule? Bah, je pense que la seule manière de ne blesser personne dans tout ça, ni elle ni nous, c'est d'être dans la bienveillance. À partir du moment où on est bienveillant, on peut tout entendre. Qu'elle ne puisse pas, qu'elle ait trop de fatigue et qu'aujourd'hui elle a déjà travaillé et que ben, ça s'arrête là et que pour aujourd'hui ce sera tout. Ben voilà, si on est bienveillant, on entend ce genre de choses et donc, en théorie, ça ne devrait pas générer de frustration puisque si tout le monde comprend bien les choses, bon ben ça s'arrête là, ça ne se fait pas, point. Et ça n'a pas lieu de dégénérer vers quelque chose de l'ordre de la frustration, ou de la colère ou du ressentiment. Et c'est pour ça que s'entourer d'amis, c'est bien, mais il faut avoir des amis qui soient bienveillants et qui soient vraiment à l'écoute. C'est pas si facile à trouver. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Après, est-ce que c'est utile d'en Ouais. avoir beaucoup? Et comme tu disais, le tri se fait un peu naturellement, en fait. Oui, On dit qu'on fait du tri, mais en fait, dans les moments parfois difficiles, c'est là que qu'on voit qui est là et qui ne l'est pas. Et voilà, quand on n'a pas de nouvelles ou de réponses à des messages ou des appels, ben voilà, on se dit le tri, il se fait naturellement au final, quoi. oui, ou qu'on soit physiquement face à la personne et qu'il n'y ait même pas la question comment vas-tu? Mm. Rien que ça en dit long. C'est comme beaucoup de gens disent salut, ça va, ils n'attendent pas la réponse. Ils ont déjà tourné les talons. Bah, c'est un peu la même chose si on se retrouve face à une personne qui dit salut, point. Ben, le minimum, c'est de demander comment ça va et d'attendre une réponse et puis d'être à l'écoute de la réponse. Parce qu'on a
le droit de dire aussi, bah, ça va pas aujourd'hui. Les gens sont moins habitués à ce qu'on réponde, ça ne va pas. Mais ça, peut-être qu'on peut changer aussi cette façon de conceptualiser le ça va. C'est pas une formalité. Sinon, on dit juste coucou. Ouais. Et- mais salut, ça va, bah, faut attendre une réponse. Et la réponse, faut être prêt à l'accueillir aussi. Ça, c'est pas facile. Mm. Moi, je vais rebondir sur, ça va être une question un petit peu bizarre, mais est-ce que tu as l'impression que la maladie, finalement, une personne qui est atteinte d'une spondylarthrite ou en tout cas d'une maladie dégénérative, euh, va finalement laisser tomber, quand elle apprend cette maladie dans les années à venir, va laisser tomber tout ce qui est superficiel et finalement voir la vie autrement avec, avec vraiment, voilà, mettre tout une superficielle de côté. Et par la même occasion, les aidants vont se concentrer à voir la vie autrement et ne plus la voir en se prenant la tête, par exemple, sur des petites conneries et en se disant que, ouais, ben, enfin, en ayant une autre approche de la vie. Oui, je pense que ça, à partir du moment où la personne malade relativise ses propres besoins, ses propres priorités, qui changent à partir du moment où elle est malade, où elle va mettre son énergie ailleurs, et c'est normal, je pense que ça a forcément un ricochet sur la famille, euh, pourvu qu'elle soit présente et à l'écoute. C'est obligatoire, et chez nous aussi, ça change nos priorités. On se dit, si par exemple on a mal au dos, on se dit, mais bon, on a mal au dos, d'accord. Mais nous, demain, ça va passer. Voilà. Elle, son mal de dos, il passe pas. Il passe pas demain, il passe pas après-demain. Il peut peut-être passer dans une semaine. Donc, effectivement, on relativise beaucoup de choses. Maintenant, pour parler de ma sœur, elle est quand même à l'écoute de mon mal de dos. Si j'ai mal au dos, elle a quand même encore la gentillesse de me demander, au fait, l'autre jour, tu m'as dit que tu avais un lumbago et comment ça va? Elle n'est pas obligée parce qu'elle a déjà assez à gérer dans son propre calepin de douleur pour venir me demander à moi si j'ai toujours mal au dos. Et à la fois, je me dis, ben, je pourrais aussi ne pas me plaindre que j'ai mal au dos, mais je vais faire comme elle. Je vais pas me plaindre, je vais avoir l'air crispée, je vais boiter, et là, elle va me dire, bah, t'as mal au dos, pourquoi tu me l'as pas dit? Donc, je veux dire, il faut aussi être cohérent. Si je lui demande de me verbaliser les choses et de me dire si elle a mal et si elle peut pas faire les choses, il faut que je sois transparente avec elle. Et je sais très bien que moi, mon mal, il va passer. Et que, voilà, la différence, elle est là. Mais, du coup, elle est correcte envers le fait que moi, je puisse avoir des douleurs et elle l'entend. Et moi, je suis correcte dans le fait qu'elle ait aussi ses capacités limitées à cause de la douleur. Mais en tout cas, c'est pas pour ça qu'elle est négligente. Et elle reste très ouverte à l'autre aussi, même si son énergie, des fois, je vois qu'elle en dépense beaucoup parce qu'elle en a. Et à un moment, je lui dis, garde ton énergie un peu pour toi. Et elle entend par ça, c'est vrai. Peut-être que mon énergie, c'est bien que je me dis que je m'investis par exemple, elle a une association de poterie, elle y donne beaucoup de cœur et beaucoup d'amour, beaucoup de temps. Mais des fois, je lui dis, garde un petit peu d'énergie quand même aussi pour toi. Et elle me dit, c'est vrai. Et donc, elle le fait. Mais je pense que des fois, c'est important de lui rappeler que, bah voilà, son capital énergie s'épuise vite. C'est pas grave, ça va se renouveler demain. Mais pour aujourd'hui, voilà, faut s'économiser un peu comme une batterie, quoi. Mais il y a qu'elle qui sait, et puis de toute façon, elle est inarrêtable. Si elle veut faire les choses, elle les fera. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, son corps la limite. Donc, elle se rappelle qu'il faut qu'elle s'arrête. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est sa priorité, du coup. Mais effectivement, ça modifie les priorités de tout le monde. Et heureusement, parce que sinon, on ne serait pas humain. Ça veut dire que nous, on ne changerait pas notre quotidien et qu'on vivrait notre vie comme avant, alors qu'elle, ben, pour elle, c'est plus le même quotidien qu'avant. Donc, ne serait-ce que par humilité et par correction envers ce qu'elle vit tous les jours, bah, on s'adapte, on écoute et puis ça ne nous empêche pas de dire des conneries et puis de rigoler, hein. Mais dans les moments où ça va moins bien, on peut même rire aussi des moments où ça va moins bien parce que ben, faut pouvoir aussi. De toute façon, l'humour, c'est un bon baromètre, hein. Si je dis une connerie grosse comme moi et que ça la fait pas marrer, c'est que je me dis vraiment là, ça va pas. Donc, j'insiste pas. Mais c'est rare. En général, elle réagit. C'est plutôt bon signe. Ouais, c'est vrai que bah, le rire, l'humour, c'est aussi, enfin nous, on rigole des fois des situations cocasses dans lesquelles on peut se retrouver ou Ah oui. de ce qu'on peut vivre à l'extérieur ou même à la maison dans le quotidien. Et c'est important de le faire aussi parce que c'est un peu dédramatiser quand même la situation et se dire que ben
En fait, oui, ça m'arrive, mais ça arriverait peut-être à mon voisin, à mon conjoint, ou enfin. Donc, en fin de compte, on n'est pas différent par rapport aux autres, quoi. C'est juste qu'on a un petit truc, voilà, en plus qui nous permet de faire certaines choses et des fois pas d'autres. Et on adapte, en fait. Oui, et ce que tu dis, ça me fait penser au fait que même moi, quand j'ai des difficultés bah, avec mes enfants, avec mon travail, je peux quand même lui raconter, en fait. Même si c'est des difficultés, donc c'est pas qu'elle en a pas besoin, c'est que ça fait partie de ma vie. Donc elle accepte de les entendre et ça lui permet aussi de penser à autre chose. Elle est plus dans sa maladie, elle est plus dans son truc, elle partage le quotidien de sa sœur qui a elle-même une vie professionnelle, une vie personnelle, des embûches, des rigolades, des tristesses, et ça, je pense que ça lui permet aussi de rester normale sans le handicap, en tout cas à ce moment-là. Elle n'est pas obligée de l'avoir comme un étendard tout le temps devant elle, mais quand on parle des petits tracas de la vie quotidienne, bah, elle les a aussi en plus, en plus de tout le reste, et elle les partage avec moi aussi. Donc au début, je me suis dit, j'ai pas besoin de m'embêter avec ça, et à la fois, je me suis dit, bah, comme les douleurs du dos, quand des fois je me fais un lumbago, pareil. Bah, après tout, ça fait partie de moi, et puis elle m'a jamais rejeté en me disant, enfin, tu vois tes problèmes, enfin, ça, c'est bien ma sœur, jamais elle me dirait ça. Tu vois, tes petits problèmes de gérer Mm. ceci, cela, vraiment. Alors moi, ça me passe à 100 000 au-dessus de la tête parce que j'ai autre chose à gérer. C'est pas elle qui me dirait ce genre de choses. Peut-être que des gens le feraient. Mais je sais qu'elle a peut-être aussi besoin d'être inclus dans la vie normale des gens qui n'ont pas un handicap à avoir tous les jours. Sinon, on la met de côté. On lui fait pas partager des choses et ça veut dire que je lui mens. Et je sais pas lui mentir. On s'est jamais menti. Donc je me vois pas lui dire non, non, tout va très bien, alors que ça sonne très faux et qu'elle sait très bien que tout va pas très bien. Et que en plus, malgré tout, c'est encore elle qui m'apporte de l'aide. Elle peut, des fois, et puis elle a un œil extérieur, c'est ma sœur, elle nous connaît. Des fois, elle a le recul que j'ai pas. Et elle me dit, et ça, elle le faisait déjà avant la maladie. Ben là, tu vois, moi, je serais toi, je ferais comme ça. Et là, je fais, ah, c'est pas bête, hein, je n'y avais pas pensé. Donc, elle m'apporte encore des solutions, mais ça m'étonne pas d'elle, hein. Et dans ces cas-là, la maladie, on dirait qu'elle n'est pas là, mais en vrai, on dirait qu'elle n'est pas là tout le temps, la maladie. Il n'y a que vraiment quand elle souffre, et comme c'est invisible, ben, on se rend bien compte qu'elle en souffre tout le temps, mais comme ça ne se voit pas tout le temps, ben, on ne le voit pas. Donc, c'est pas qu'on oublie, c'est qu'on sait que c'est là, mais qu'en tout cas, elle n'a pas l'air d'en souffrir à ce moment-là. Mais bon, c'est pas évident de savoir. On voit quand elle a mal, ça se voit, mais quand elle a pas mal, on sait aussi qu'elle a mal, mais elle le dit pas. Donc, Mm. c'est pas évident de décrypter. Mais je pense qu'elle a pas non plus envie d'être dans la plainte tout le temps. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, Ouais. c'est C'est normal parce typique. que des fois, je lui dis comment ça va. Elle me dit j'ai plus envie. J'ai pas. Une fois, elle m'avait dit j'ai pas envie de te demander, de te répondre parce que sinon j'ai l'impression que je fais que me plaindre. Mais je lui dis bah alors d'abord, s'il y en a bien une qui a le droit de se plaindre, c'est toi. Et ensuite, tu te plains jamais. Donc, si aujourd'hui tu as envie de te plaindre, vas-y, c'est porte ouverte. Tu as le droit de te plaindre. Oui. Chacune notre Ouais. tour, on se plaint. On fait un petit débat comme ça. On compte pas les points parce que c'est pas le but, mais on se plaint. Voilà, ça fait du bien. Ça change rien, mais ça fait du bien. Ouais, mais du coup, d'avoir en fait presque l'autorisation en fait de dire qu'elle souffre, même si elle a le droit de le dire sans avoir l'autorisation. Là, en fait, c'est comme si elle attendait quand même l'autorisation de le dire. Oui, Et souvent, c'est ce qu'on dit, en fait, on n'a pas envie de se plaindre. Mais en fait, dire qu'on a mal, c'est pas se plaindre. non, C'est c'est un juste, fait. Ouais. voilà, c'est juste exposer un fait qui est là aujourd'hui, qui sera peut-être là demain, qui était peut-être là hier aussi, mais c'est pas parce qu'on va dire ah bah aujourd'hui ah ouais j'ai mal au dos, j'ai mal au genou que c'est se plaindre. Et ça, on a du mal. Alors c'est pareil, hein, c'est dans le chemin de l'acceptation et dans la communication aux autres. Mais parfois, c'est difficile, ouais, de dire bah non, ça va pas aujourd'hui. Mais ça, je pense que ça fait aussi partie de la bienveillance. À partir du moment où on est dans la bienveillance, on ne reçoit pas ça comme de la plainte. On reçoit ça comme un constat. C'est la météo du jour. La météo, elle dit aujourd'hui, ça va pas, j'ai mal au dos. Point, ça changera pas la météo. Mais c'est comme ça. C'est un fait aujourd'hui. Mm. Mais après, ça n'empêche pas de faire des choses. Sauf si vraiment ça la limite physiquement, elle ne le fait pas. Et encore même quand elle ne le fait pas, elle trouve autre chose à faire. Mais
par exemple assise, là où elle devrait être debout toute la journée, ben, elle va modifier son emploi du temps pour adapter. Elle s'adapte très bien. Maintenant, c'est pas évident aux autres de toujours s'adapter facilement à elle. C'est elle qui s'adapte le mieux à elle-même encore, hein. Ça, et c'est moins évident pour les Oui. autres, c'est pas inné chez les autres. Mais après, je pense que ça dépend beaucoup aussi du métier qu'on fait, peut-être de sa personnalité aussi. Quand on est dans les métiers de l'aide à l'autre, c'est pas quelque chose qui est difficile à concevoir. Mais quand on est, je pense qu'à partir du moment où on est bienveillant, peu importe le métier, je pense qu'on peut faire de belles choses. Il suffit juste d'ouvrir les vannes et de se laisser un peu, de se laisser porter, quoi. Même par l'autre, même par la personne qui a cette maladie, hein. Alors, je vais poser pour moi, ce sera la dernière question. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire aux aidants qui vont écouter cet échange? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour qu'ils comprennent et qu'ils retrouvent un soutien? Dans tes mots, parfois, ils sont perdus dans la manière d'avoir leur frère, leur sœur, leur père, leur mère, leur fille ou leur fils, peu importe, à leur côté. Et parfois, ben, ils savent pas quoi faire. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ben, je pense qu'il faudrait, quand on accompagne quelqu'un qui est malade, on l'accompagne tout le temps, c'est-à-dire que ce soit par la pensée, par les messages, par la présence. S'il n'y a pas de communication ou s'il y en a peu, je pense que le mieux, c'est de s'asseoir autour d'un café, d'un gâteau et de parler. Je pense faut s'autoriser à parler, à pleurer, à dire les choses. De toute façon, on ne fera pas plus de mal que la maladie. Donc, je pense qu'il faut pouvoir dire, t'es mon conjoint et c'est difficile, j'en ai marre de devoir souffrir. D'accord, bon, bah ça c'est sûr, ça va déclencher une tempête ou de la colère ou des pleurs. Mais au moins c'est dit. Ça permet à l'autre de le dire et de dire, voilà, moi de te voir souffrir, c'est dur pour moi. Ça ne veut pas dire que ça va alléger la peine, mais au moins l'autre sait à quoi s'en tenir. Et je pense que c'est comme ça qu'on progresse. Il faut ouvrir les vannes, il faut laisser parler son cœur et même s'il y a des pleurs, ben, moi je pense qu'il faut communiquer dans tous les cas. Peu importe le lien de parenté qu'on a avec la personne, même les personnes qui semblent moins concernées, comme les pièces rapportées, comme on dit, même si j'aime pas ce mot, les beaux-frères, les belles-sœurs qui semblent moins impactés le sont, mais on leur demande pas toujours leur avis non plus dans la situation et pourtant leur avis est intéressant. Donc après, c'est compliqué de rentrer dans chaque sphère familiale, mais au moins parler des choses. Rien que les verbaliser, je pense que ça fait beaucoup. Et on n'est pas tout seul. Il y a des associations, il y a des gens qui sont capables de mettre des mots sur les choses, qui peuvent aider à mettre des mots. Il y a d'autres aidants, il peut y avoir des rencontres. Je pense que ça, vous l'organisez. Euh, il faut que la parole circule partout. Elle ne peut pas circuler qu'au sein d'une association et pour qu'elle soit productive, il faut qu'elle touche tout le monde, y compris les personnes malades, les aidants. Et effectivement, le témoignage que je donne aujourd'hui, il est propre à ma famille et à ma relation avec ma sœur. Néanmoins, je pense que à partir du moment où on accompagne quelqu'un, on a une relation avec. Donc, il suffit de la développer si elle n'est pas assez développée ou si la maladie a bouleversé ça et qu'il faut réapprendre à communiquer. Mais en tout cas, c'est intéressant de s'installer autour d'une table et de se regarder les yeux dans les yeux, de préparer une boîte de mouchoirs parce que ça va pleurer, mais de dire les choses. Et c'est pas grave si ça pleure. Au moins, ça libère, ça permet de libérer des tensions. Et voilà, de mettre des mots. Il n'y a rien de plus sain et de rompre le fantasme qu'on a autour de la maladie, mais de la verbaliser. Je vois que ça pour vraiment aider les accompagnants de personnes Hmm. malades. Et si tu avais un petit mot du coup à rajouter pour ta sœur ou tes proches Ma sœur, moi, je lui dis régulièrement que je l'aime. J'ai pas attendu la maladie pour lui dire, mais on se le dit encore plus souvent maintenant. Mes proches, mes enfants, je leur dis qu'il faut prendre des nouvelles. Ils sont dans leur vie de jeunes, ils y pensent pas. Ils ont 21 ans, 18 ans, ils sont dans leur truc. Mais de temps en temps, ils se rappellent qu'ils ont une famille. Donc, ah oui, c'est vrai, ils sont dans le répertoire. Je vais envoyer un petit message. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut diffuser beaucoup d'amour et de l'amour sincère. Et je pense qu'à partir du moment où on aime et qu'on le dit, moi, je trouve que c'est important de dire qu'on aime. Il y a des
des familles où dans l'éducation, on ne dit pas trop qu'on s'aime, mais on le sait. Ça me fait toujours rire. J'ai pas besoin de dire à ma mère que je l'aime. Elle sait que je l'aime. Je dis, oui, mais c'est pas pareil de le dire. Qu'est-ce que ça coûte? On se dit tellement facilement merde, on peut quand même se dire je t'aime. C'est plus facile à dire qu'une insulte ou qu'un reproche. Donc moi, si j'ai quelque chose à dire, c'est j'aime ma famille et je sais qui m'aime. Et voilà, je pense que ça part de là. Et c'est ça qui aide à avancer dans le quotidien et dans la maladie. Et c'est elle qui nous accompagne, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est plutôt elle qui nous accompagne dans son cheminement. Et nous, on la suit. C'est fort comme message. Merci Sarah d'avoir témoigné. Mais de Euh, rien, c'est avec plaisir. Et puis voilà, je pense que euh, tout le monde l'aura compris, la communication, c'est vraiment indispensable. Donc n'hésitez pas à vous rassembler, à communiquer et puis à libérer les mots MOTS et les mots Mm. MAUX aussi. Mm. Merci beaucoup, à Merci à bientôt. vous. À bientôt. Bonjour et bienvenue Cédric. Aujourd'hui, on va donner la parole aux aidants, les aidants qui sont voilà, dans notre quotidien et qui vivent la maladie du conjoint, de la conjointe. Voilà. Je te laisse te présenter et puis nous dire du coup voilà, qui tu es, ce que tu fais, ce que tu en vis. Alors, moi, je m'appelle Cédric, donc j'ai ma femme qui est atteinte de spondylarthrite ankylosante, qui a été déclarée en 2018. Vis-à-vis de la maladie, pendant quelques années, ça a été très compliqué on s'est pas occupé l'un de l'autre et on ne savait pas comment ça se passait. Du coup, ça a été très compliqué jusqu'à il y a à peu près un an où là. En fait, elle, de son côté, elle a vraiment compris sa maladie. Et nous, pendant quelques années, on s'est très éloignés l'un de l'autre. Elle ne comprenait pas sa maladie. Et moi, en fait, je m'en suis pas occupé, puisque pour moi, c'était une maladie quelconque qui se soignait comme ça, avec un traitement. Et elle avait des difficultés, mais ça passait et elle le faisait pas voir en fait. Elle essayait de faire comme si de rien n'était. Euh, Jusqu'à l'année dernière où elle a eu une grosse prise de conscience et on est arrivé à un point en fait où il y a eu oui, une grosse prise de conscience et on va dire que on a failli ne plus être ensemble. Et à partir de là, on a décidé de prendre la maladie tous les deux et d'avancer ensemble. Et en fait, depuis, ça se passe beaucoup mieux. Elle a pris conscience de beaucoup de choses. Moi, j'ai réagi sur beaucoup de choses. Et d'avancer ensemble, ça a aidé. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Alors, vas-y. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire si le fait qu'il y ait eu le diagnostic, je ne sais pas si tu étais présent aux rendez-vous médicaux, si ça t'est arrivé de l'accompagner parfois, parce que tu dis qu'elle n'avait pas conscience et toi non plus du coup des difficultés que la maladie provoque dans le quotidien, avec les douleurs, avec les poussées inflammatoires. Quel a été le déclic en fait, puisque on voit que de 2018, il y a le diagnostic, mais en fait, il faut un peu de temps quand même pour tous les deux pour apprivoiser la maladie. Quel a été le déclic, tu penses?
Alors moi, au début, les rendez-vous médicaux, j'étais pas présent. Je l'ai laissé y aller toute seule. Et en fait, ouais, ni l'un ni l'autre, on avait conscience de l'importance de la maladie. Et le déclic, ça a été vraiment, elle avait pris une décision au départ où elle m'a demandé si on arriverait à s'en sortir tous les deux. Donc en fait, ça a été un gros déclic, une grosse prise de conscience. Et à partir de là, on a fait les choses ensemble. Est-ce que ta femme exprimait un peu ses difficultés, justement? Est-ce qu'il y avait de la communication? Non, 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 justement, il n'y avait pas grand-chose. Elle était renfermée sur elle-même. Donc, elle essayait de pas le montrer. Elle s'était mise dans une bulle et fait un éloignement et qu'il n'y avait pas de communication. Ça a été très compliqué. D'accord, alors je vais rebondir. Est-ce qu'il y a eu, suite à l'annonce de la maladie, une forme de déni de ton épouse et de toi aussi? Est-ce que c'était un choc, mais qui a été transformé en déni? Il n'y avait pas d'acceptation ni d'un côté ni de l'autre. Alors, de son côté, oui, il y a eu un gros déni. Et, elle a regardé un peu ce que c'était. Et oui, il y a eu un gros déni, puisque pour elle, elle l'a pas accepté. Elle va essayer de continuer à faire tout ce qu'elle faisait avant et de pas montrer ses souffrances. Et comme j'ai dit, moi, de mon côté, vu qu'elle montrait rien, pour moi, j'ai pas cherché non plus plus loin des renseignements sur la maladie. Fait changer du coup, qu'est-ce qui a fait prendre conscience en fait que la maladie voilà était présente quotidiennement et faire autant de choses qu'elle faisait avant ou en tout cas qu'il fallait adapter aussi. Alors, de son côté, elle a une prise de conscience petit à petit qu'elle arrivait de moins en moins à faire les choses. Et en fait, elle a eu une prise de conscience, elle, c'est en allant chercher de l'association et en allant chercher de l'aide via l'association. Et elle a fait ça en fait de son côté. Bah, moi, j'étais pas au courant et voilà. Ok. Et combien de temps tu penses qu'elle a fait ces recherches-là, essayer justement de trouver des personnes qui vivent la maladie, essayer de la comprendre avant de t'en parler à toi? Alors en fait, il me semble qu'elle a fait pas mal de recherches, de groupes justement sur Facebook, de groupes d'aide là-dessus, de parler à des gens, et ce qui en fait l'a pas trop aidé. Et c'est vraiment après combien de temps, je sais pas, ça faisait peut-être un an qu'elle recherchait. Ouais, donc Il y a eu un long moment. on voit que voilà, c'est difficile des fois pour les malades de chercher de l'aide, d'aller chercher des informations, de trouver les bonnes informations aussi, Mm. parce que il y a de tout. Est-ce que le fait d'avoir adhéré à l'association a pu l'aider et enfin vous aider tous les deux dans votre relation aussi et à comprendre la maladie? Alors au début, oui, ça l'a aidé à prendre conscience de la maladie et ça l'a aidé aussi à comprendre que ben, de notre côté, il n'y a plus rien qui allait. Et en fait, elle a essayé de me faire prendre conscience, on va dire brutalement, mais comme elle pouvait, que ça n'allait plus. Ah, ah, Et du coup,
on a pris la décision tous les deux que finalement, notre couple était encore un couple, que chacun de notre côté, on s'était éloigné, mais qu'on avait encore les mêmes sentiments, qu'on voulait la même chose et on a décidé d'avancer ensemble suite à ça. Alors, moi, je vais rebondir le fait que au début, justement, elle ait fait cette démarche de se diriger vers une association, ben, sans que tu étais au courant. Est-ce que tu avais l'impression aujourd'hui, avec le recul, est-ce que tu as l'impression que c'était une forme de protection par rapport à toi, ou est-ce que tu t'es dit, bah non, moi je suis là, j'étais là aussi pour l'aider, pour l'accompagner en tant qu'aidant. Est-ce que quelque part, ça t'a pas fait du mal ou au contraire, ça t'a fait du bien qu'elle te protège? Alors, non, en fait, suite à ça, quand elle m'a fait prendre connaissance de l'association, donc elle avait déjà vu plein de vidéos sur YouTube et elle m'en a fait part de quelques-unes et j'en ai regardé quelques-unes tout seul et là, en fait, sur certaines vidéos, on va dire que je suis tombé en larmes parce que moi, j'ai pris conscience qu'en fait, j'avais rien fait, que j'avais pas été là et que je l'avais laissée toute seule, que, que voilà, que moi, j'étais absent complètement. Et j'ai pris conscience que je l'ai laissée dans sa souffrance toute seule. Est-ce que tu t'es senti démuni par rapport à ses souffrances? Des fois, il y a aussi des sentiments de comment faire pour l'aider. Enfin, je suis pas médecin, je suis pas soignant. Comment je peux aider mon proche qui souffre? Alors, on va dire que avant, oui, j'essayais, quand je voyais qu'elle souffrait, j'essayais d'en faire un petit peu plus. Mais vu qu'elle ne le montrait pas, ça passait. Que après, là-dessus, par un moment, me demander si j'allais y arriver, comment j'allais, si j'allais vraiment pouvoir l'aider comme il faut. Après, oui, je me suis vraiment posé beaucoup de questions là-dessus. Est-ce que avec les derniers mois, les dernières années, tu as l'impression qu'il y a eu un rapprochement, que la maladie vous a rapprochés? Oui, oui, oui. On va dire qu'avant la maladie, on était un couple solidaire. Une fois qu'il y a eu la maladie, on s'est éloigné. Donc il y a eu un éloignement petit à petit pendant au moins 4 ans. Et depuis, oui, on s'est vraiment rapproché et on est devenu, je pense, un couple solide. Et on a beaucoup parlé, on a pris des décisions de tout se dire, d'avancer ensemble. La communication est plus facile, tu trouves aujourd'hui, le fait pour toi d'avoir euh, pris la mesure en fait de la maladie, de ses souffrances, de sa fatigue. Alors, de mon côté, oui, la communication est beaucoup plus facile. Après, de son côté, maintenant, ça vient, mais pendant un an, ça a été très compliqué. On va dire qu'elle communiquait comme elle pouvait. Elle avait aussi beaucoup de mal à me dire certaines choses. Donc, c'était compliqué, mais au jour d'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Oui, on arrive beaucoup mieux à communiquer. Elle arrive mieux à me parler. Comment toi, tu vis le regard des autres? On parle de maladies invisibles hein, pour la spondylarthrite. Parfois, on a besoin d'une aide comme une canne ou une béquille. Je ne sais pas si ton épouse en utilise pour que ses déplacements soient plus faciles, mais quel est ton regard en fait ouais, par rapport aux autres? Euh, le regard par rapport aux autres, non, moi, ça n'a pas spécialement changé grand-chose. Parce que, pour l'instant, elle se déplace normalement. Il y a juste le fait de prendre plus son temps. On fait encore pas mal de choses. On fait des marches, des choses comme ça pour l'instant. Et ça se passe bien et on s'adapte.
Non, on s'adapte à son état de forme du moment. Mais le regard des autres, non, pour l'instant, ça ne m'a pas dérangé. Et est-ce que tu trouves que c'est parfois difficile de s'adapter, voilà, dans les moments où les douleurs sont plus présentes, ou la fatigue? Est-ce que c'est une contrainte ou est-ce que finalement, bah non, on adapte les sorties? Alors, il y a eu des moments où je me suis dit, zut, il y a bah, certaines choses qu'on ne pourra pas faire, ça m'embête un peu, mais finalement, au quotidien, en fait, on s'adapte et on fait en fonction. Euh, on va dire que pour l'instant, à son stade, elle n'a elle a pas vraiment beaucoup de difficultés ou de contraintes à faire les choses. Donc, on est peut-être moins contraint. Que d'autres personnes. Voilà, Vous avez deux enfants, il me semble, un garçon et une fille. c'est ça. Comment eux, ils vivent de la maladie de leur maman et est-ce que la communication est importante, tu trouves, avec eux que, avec ton épouse? Euh, alors, je dirais qu'en fait, je pense que les enfants l'ont accepté plus facilement, ouais, l'ont accepté plus facilement et ça a été plus pris normalement pour eux. C'est moins, ils y font moins attention, ils le savent. Ils en parlent, ils y font attention, mais l'adaptation, elle s'est faite toute seule. D'accord. Et le fait que ce soit des maladies invisibles, la spondylarthrite, la maladie de Verneuil, enfin toutes ces pathologies, est-ce que tu as l'impression que ça a surajouté dans le déni parce que c'était justement invisible, que si ça avait été une maladie vraiment visible, il y aurait eu moins de déni, de choses comme ça. Oui, je pense parce qu'en fait, elle a un caractère où en fait, elle veut pas montrer les choses, donc c'était plus facile pour elle d'essayer de le cacher. Ouais, et forcément, toi-même, tu t'en es pas rendu compte puisque il n'y avait pas cette communication, en tout cas au début. Mm. C'est ça. Ouais. Et comment vous en êtes arrivé à finalement vous parler? Parce qu'il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont dans ce cas. Il y a des milliers de gens. Quel a été le déclencheur, le signe, le signe déclencheur? Euh, le signe déclencheur, bah, comme j'ai dit, c'était surtout sa prise de conscience à elle via l'aide de l'association. Et, et moi, quand elle m'a, en fait, elle m'a mis l'ultimatum, c'est soit, en fait, soit je pars un peu, ou soit tu décides qu'on peut y arriver tous les deux à se parler. Et en fait, il y a eu un gros choc. Ça a été pour moi, oui, un très gros choc. Et à ce moment-là, une grosse prise de conscience. Et je pense qu'on a tous les deux, on avait tous les deux les mêmes sentiments au fond. Et ça a fait le rapprochement. Et comment tu vis les traitements, les rendez-vous médicaux? Est-ce que tu trouves que ça a un poids dans votre vie de couple ou bien pas forcément? Euh, En fait, je dirais que oui, ça, bah, un poids parce qu'il y a pas mal de rendez-vous entre les rendez-vous à l'hôpital, les rendez-vous avec la psychologue, les rendez-vous rhumato. Mais après, on va dire que c'est devenu des choses habituelles. On va dire que maintenant, les rendez-vous rhumato, les rendez-vous médicaux, je l'accompagne, on y va tous les deux. Je fais comme les séjours, fait des petits séjours à l'hôpital pour des petits traitements.
Et non, maintenant, en fait, c'est un peu rentré dans le quotidien. Est-ce qu'il y a des choses très positives dans votre couple, des choses en dehors de la maladie, parce que la maladie n'est pas un tout. Qu'est-ce qui vous apporte du bonheur en fin de compte? Euh, Depuis notre rapprochement, en fait, on est plus soudés. On communique plus, donc ça nous aide beaucoup dans la vie de tous les jours, même que ça a été vis-à-vis de notre couple, vis-à-vis des enfants ou de tout. Et aujourd'hui, on essaye de faire pas mal de sorties tous les deux, de se retrouver, de se faire des petits moments qu'on avait peut-être oubliés avant. Je vais poser une question, Cédric, qui est intime. Tu n'es pas obligé de répondre. Est-ce que la maladie a eu une incidence dans votre vie intime? Euh, alors, je dirais que avant, oui. Pendant la période de déni et d'éloignement, oui, beaucoup. Mais sinon, non. Depuis qu'on s'est retrouvés, vraiment, non, non, ça a rien, ça a pas changé. Ouais, donc toi, ton regard, c'est vraiment que depuis qu'il y a de la communication, depuis que ta femme a aussi accepté la maladie avec ses difficultés, que vous soyez rapprochés et que finalement, toi aussi, tu acceptes et tu t'adaptes à ses capacités, ça vous a vraiment renforcé le couple, rapproché. Vous vous êtes retrouvés comme au début de votre relation de couple, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, Cédric, parce que malheureusement, et je pense que comprendre pourquoi Vanessa a posé la question, parce que malheureusement, beaucoup d'aidants euh, vont, des dents vont perdre la notion justement de couple et de conjoint, et donc vont être dans le rôle un peu comme un soignant, un aidant, et donc vont perdre toute cette proximité, toutes ces relations intimes, ces relations aussi de communication et tout ça. Et c'est une notion très, très importante de dire c'est pas parce qu'on est aidant qu'on doit passer à côté de la vie de couple. Ça, finalement, tu as su faire, vous avez su faire la part des choses. Et ça, c'est juste génial. Alors, ça s'est pas fait tout seul non plus, parce que je dirais que pendant quelques mois, j'ai eu du mal à trouver vraiment, à trouver la bonne place quand même. Parce que pendant quelques mois, j'étais beaucoup, du coup, à essayer de me rattraper, à être beaucoup sur son dos, à faire beaucoup de choses, à en faire beaucoup trop. Et ça a été long à trouver vraiment le bon équilibre. Parce que c'était peut-être aussi pour essayer de, entre guillemets, rattraper cette lacune, enfin. Mais en fait, il faut pas se dire on n'était pas là ou quoi, c'est simplement que ben, c'était pas le bon moment. Ouais, c'est ça. Mais ça a été très compliqué. Du coup, j'ai voulu rattraper ça comme maladroitement. Mais donc, voilà, ça s'est fait petit à petit. Et tu t'en es voulu de ne pas avoir été attentif au début, enfin, quand le diagnostic a été posé, de ne pas l'avoir accompagné. Ouais, 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 comme j'ai dit, j'ai regardé fait quelques vidéos de l'association sur YouTube et allez, il y en a à regarder. En fait, je me suis retrouvé à partir en larmes parce que voilà, j'ai pris conscience que moi, j'avais pas été là, que j'avais rien fait, j'ai l'impression de l'avoir abandonné. Ça a été compliqué. Ouais, on parle toujours hein, de la place des aidants. Alors, d'autant plus dans un couple, c'est pas évident de trouver sa place. Parfois, on a aussi cette phase de déni hein, pour les dents. Et puis, petit à petit, l'acceptation va se faire. Ensuite, il faut que chacun trouve son rythme et en même temps
voilà, que les dents ne soient pas dans le trop en faire pour ne pas non plus étouffer en fait sa femme ou son mari. C'est compliqué, comme tu dis, il faut trouver voilà le juste milieu. Ça prend du temps, c'est voilà une adaptation que chacun doit avoir et c'est pas évident, mais vous avez su le faire. Donc, c'est important aussi, voilà, pour les gens qui vont regarder cette visio. C'est possible avec de la communication. Faut se laisser le temps aussi. Je ne sais pas si vous avez réussi seul ou si vous avez eu besoin peut-être d'un thérapeute couple. Nous, on conseille aussi des fois aux adhérents de se faire aider par une tierce personne. Ça peut être un thérapeute de couple, ça peut être un psychologue. Ça peut être aussi le médecin traitant qui, voilà, qui connaît le couple, qui peut donner des conseils ou orienter. Est-ce que ça aurait été un plus pour vous si on vous l'avait proposé ou pas forcément Bon, en fait, je pense que non, on a réussi à bien faire les choses ensemble. Bah, elle avec l'aide de sa psychologue, mais sinon, non, on a réussi à s'en sortir correctement tous les deux. C'est une force, hein. C'est comme tu disais, maintenant vous êtes vraiment encore plus soudés. Vous êtes vraiment un couple qui s'est renforcé du coup avec cette épreuve hein, de la vie qui est la maladie. C'est un témoignage qui va donner aussi de l'espoir. Parce qu'on sait qu'avec la spondylarthrite, il y a quand même 8 couples sur 10 qui se séparent. C'est pas évident de trouver la communication adaptée et de renforcer ces liens, quoi. Hmm. Après, je dirais que pendant les 1 an, là, maintenant ça va mieux, mais il y a plusieurs fois où moi je me suis remis en question, je me suis demandé vraiment est-ce que je suis assez fort pour l'aider et surmonter tout ça? Est-ce que je vais y arriver? Il y a eu des moments difficiles pour moi aussi. Voilà. Toi, tu avais un soutien autre que ta femme. Est-ce que tu avais des proches, que ce soit famille ou amis, pour te soutenir aussi? Non, justement, on va dire que moi j'ai tout fait tout seul et on va dire que psychologiquement pendant 1 an ça a été très compliqué parce que j'ai essayé d'être fort pour ma femme et en fait j'ai mis un peu tout le reste de côté et on va dire qu'aujourd'hui que ça va mieux du côté de la maladie, on va dire c'est moi qui le paye un peu aujourd'hui psychologiquement. Ouais, parce que tu as pris tout le poids de ces derniers mois et de ces dernières années, du coup. C'est ça, j'ai accumulé beaucoup de choses en 1 an et là, du coup, maintenant, là, c'est moi qui commence à payer un peu. Mm, mm. Et la difficulté, c'est que tu es aidant, mais il faut pas que toi, tu t'oublies non plus. Chacun peut avoir aussi ses activités, que ce soit sportives ou artistiques, ou enfin voilà. Un couple, c'est pas forcément être H24 ensemble aussi, c'est aussi avoir des moments seuls avec des amis et se retrouver ensuite, quoi. Là, c'est la difficulté, c'est que quand j'étais plus parti, en fait, j'ai plus spécialement envie de grand-chose d'autre et j'ai vraiment tout laissé de côté, que ça soit même professionnellement. Vis-à-vis des activités à côté, tout ça, j'ai eu beaucoup de difficultés. Mm, mm. Est-ce que tu vois justement des choses à mettre en place pour retrouver toi, autre que aidant de ton épouse? Oui, au jour d'aujourd'hui, on arrive à reprendre,
on va dire une vie comme à peu près comme on avait avant. Avoir des activités, Ouais, ça Mm. prend du temps, quoi. voilà. Il aura fallu presque un an, en fait. C'est surtout le temps qu'elle, elle arrive à se libérer et que du coup, ça libère beaucoup de choses. Mm. Et si tu avais un message à faire passer aux autres aidants ou aux autres couples, hein, ça serait quoi comme message? Surtout, le plus important, je pense que c'est vraiment la communication. Arriver à communiquer par différents moyens, mais je pense que chacun aura sa façon de communiquer, mais c'est le plus important. Et surtout, bah, de jamais lâcher. Et si tu avais un vœu, une baguette magique et tu aurais un vœu à exaucer? Oula. Bah, je dirais que déjà que la maladie évolue pas trop et qu'on puisse continuer à faire beaucoup de choses. Mm. Ouais. C'est ça, et puis on sait que la recherche avance et que tous les jours, il y a des nouvelles choses qui arrivent, des nouvelles biothérapies, pour justement essayer de stabiliser la maladie au maximum. Et on espère et on croise les doigts pour que ça marche et que l'avenir soit lumineux. Oui, Merci en tout cas, Cédric, d'avoir partagé ce moment avec nous, de nous avoir fait confiance et d'avoir parlé au nom des aidants aussi. Et voilà, c'est un témoignage fort et voilà, plein d'espoir en tout cas pour de nombreux couples qui regarderont cette vidéo. Alors, moi, j'avais juste une toute petite dernière question oui. au moment où on relâche la pression. Si tu avais un mot à dire à ton épouse. Bah, aujourd'hui, c'est que qu'on s'est retrouvés, que je l'aime et que on continuera comme ça longtemps. Super. Merci beaucoup, Cédric, ben pour ce témoignage très, très fort.